On a donné la définition dans un chapitre précédent d'une base d'un espace vectoriel. Alors, on avait préparé le terrain, on avait parlé de famille génératrice, famille libre, tout ça, ça fait une base. Alors, c'est une notion qui est très importante dans les espaces vectoriels. En général, on aime bien connaître une base d'un espace vectoriel. En fait, quand on a une base d'un espace vectoriel, c'est comme si on connaissait tous les vecteurs de l'espace vectoriel. Donc c'est un premier avantage d'une base, c'est qu'en général, dans une base, il n'y a que quelques vecteurs. Dans ce cas-là, on dit qu'elle est de dimension finie, par exemple. Une droite vectorielle, une base est constituée d'un seul vecteur. Un plan vectoriel, une base est constituée de deux vecteurs, etc., etc. Et donc, c'est déjà un premier intérêt d'avoir une base. Ça permet de déterminer l'ensemble des vecteurs générés par cette base. Donc de l'espace vectoriel, sachant que il suffit de prendre toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de la base pour pouvoir atteindre tous les vecteurs de l'espace E. Alors, on va voir maintenant notre intérêt, plus précisément, d'avoir une base. Donc je prends un espace vectoriel E et une base donc constituée de n vecteurs. Donc c'est un espace vectoriel de dimension n. La base c'est U1, U2, Un. Alors une base c'est une famille génératrice. Donc il est normal que si je prends un vecteur U2 quelconque, je puisse le décomposer sous forme d'une combinaison linéaire des vecteurs de ma famille génératrice. C'est la définition d'une famille génératrice. Donc U va s'écrire alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 1 UN, parce que U1, U2, UN est une famille génératrice. Le fait que ce soit une base, ça rajoute l'unicité de cette combinaison linéaire. Donc, c'est ça la propriété importante, définition. Tout vecteur s'écrit de manière unique sous cette forme-là. Les coefficients, là, les n scalaires alpha 1, alpha 2, alpha n, eh bien, ça s'appelle les coordonnées du vecteur U dans la base B. D'accord? Donc ça, c'est la définition de ce qu'on appelle coordonnées d'un vecteur dans une base. Alors, cette unicité, elle vient évidemment du caractère libre de la famille. Le caractère générateur, ça permet d'écrire ça. Le caractère libre permet d'avoir l'unicité. Alors, pour prouver cette unicité, une méthode très classique, c'est de raisonner par l'absurde, et donc de supposer que notre vecteur, là, U, on peut le décomposer de deux manières différentes, sous forme de deux combinaisons linéaires différentes. Donc, alpha 1, U1, etc., plus alpha 1, UN, égale à bêta 1, U1, plus bêta 2, UE, plus bêta n, UN. Alors, on suppose donc, on a dit de deux manières différentes, donc ça veut dire que tous les alpha i ne sont pas égaux à tous les bêta. Alpha 1, on ne peut pas avoir à la fois alpha 1 égale bêta 1, alpha 2 égale bêta 2 et alpha n égale bêta n, sinon on n'aurait qu'une manière unique. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins deux qui diffèrent. Alors on va supposer, ce serait pareil si on supposait que d'autres diffèrent, on va supposer que alpha 1 est différent de bêta 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On a donc cette égalité, on peut tout faire passer à gauche par exemple. Donc ça va faire alpha 1 moins bêta 1 U1 plus alpha 2 moins bêta 2 U2, etc. Plus alpha n moins bêta n UN égale vecteur nul 2. Si on suppose que alpha 1 moins bêta 1 n'est pas nul, ça c'est un scalaire. Scalaire non nul est inversible, donc j'ai le droit de multiplier par l'inverse de alpha 1 moins bêta 1. Et en faisant ça, c'est-à-dire ce qu'on dit communément, on divise par alpha 1 moins bêta 1, qui est un scalaire non nul. Attention, hein, ça marche parce que c'est des scalaires. Hein. On ne pourrait pas diviser par le vecteur, ça n'a aucun sens, mais on peut diviser par le scalaire, qui est non nul. Donc à partir de là, on pourrait exprimer U1 et dire que U1 est égal à moins alpha 2 moins bêta 2 sur alpha 1 moins bêta 1 U2, etc. etc. C'est-à-dire qu'on pourrait exprimer U1 en fonction des autres vecteurs U2 allant de U2 jusqu'à UN. Ce qui voudrait dire, par définition, que la famille U1, UN n'est pas libre, puisque je peux exprimer un des vecteurs, le vecteur U1, en fonction de tous les autres, ce qui est absurde. Donc j'ai fini mon raisonnement par l'absurde, donc oui, nécessairement, la décomposition est unique. À partir de là,
ben, on peut parler de coordonnées. Les coordonnées, elles sont uniques. Il ne peut pas y avoir plusieurs coordonnées d'un vecteur dans une base. Donc finalement, si j'ai une base, si j'ai un vecteur, ben, je peux caractériser mon vecteur par ses coordonnées dans la base en question. Donc évidemment, les coordonnées dépendent de la base choisie. Des bases, on a vu qu'il y en avait une infinité. Hein. Il n'y a jamais unicité de la base. Donc selon la base qu'on va utiliser, eh bien, les coordonnées, elles peuvent être plus ou moins simples. D'où l'intérêt, vous voyez, de choisir une base qui permet de faire des calculs plus simples parce que les coordonnées du vecteur sont plus simples. Donc on reviendra là-dessus, mais voilà, sachez que ça dépend de la base. Exemple. Alors, premier exemple, je suis dans un espace vectoriel E, UV est une base, ça veut dire que E est de dimension 2. Bon, je prends le vecteur W1 qui est égal à 2 tiers de U moins V. Et puis W2 qui est égal à 2W1 moins W. Coordonnées de ces vecteurs dans la base UV. Alors, premier vecteur, c'est W1, vous voyez, il s'écrit 2 tiers de U moins V. Donc, les coordonnées, c'est 2 tiers, et puis moins 1, puisqu'on est dans la base UV. Donc, il n'y a pas de problème. Là, j'ai W2 égale 2W1 moins W. Donc, je vais remplacer W1, puisque W1, c'est 2 tiers de U moins V. Je peux remplacer ici. Donc, ça va faire 2 fois 2 tiers de U moins V, avec des parenthèses. Hein. Donc, ça va faire 4 tiers de U moins 2V, et puis encore moins V. Donc, 4 tiers de U moins 3V. Donc, les coordonnées du vecteur W2, ça sera 4 tiers et moins 3. Autre exemple, cette fois-ci, on vous demande les coordonnées du vecteur moins 2, un sixième, dans la base 1, moins 3, moins 1, 8. Comment fait-on? A priori, c'est pas évident comme ça de les trouver, les coordonnées. Donc, on va écrire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on cherche. Hein, je cherche moins 2, un sixième, donc le vecteur moins 2, 1. D'écrire bien, moins 2, 1, sixième. Moi, je cherche à le décomposer, donc sous la forme de 1 réel A fois le vecteur 1, moins 3 plus petit b, le vecteur, moins 1, 8. Bon, alors c'est quoi ce vecteur? A fois 1 moins 3 plus B fois moins 1, 8, c'est égal au couple. Donc j'aurai A moins B. Ça, c'est la définition des opérations addition et produit pour des couples. A moins B, et puis moins 3A, moins 3A, plus 8B. Bon, à partir de là, je vais avoir un système, parce qu'il faut que j'ai le couple moins 2, 1 sixième, qui est égal au couple A moins B, moins 3A plus 8B. Donc ça va me faire le système A moins B égale moins 2, et moins 3A plus 8B égale 1 sixième. Donc, système linéaire, hein, donc il suffit de résoudre. Donc, je peux l'écrire, hein, ça fait A moins B égale moins 2, première équation, et deuxième équation, je vais mettre dessous, donc moins 3A, moins 3A plus 8B égale 1 sixième. Donc
2 équations, 2 inconnus. Bon, ben, c'est un système très classique. Je le résous et je trouve la valeur de A et de B, qui sont les composantes donc, du vecteur dans la base donnée. Et donc c'est comme ça qu'on trouverait les coordonnées. Donc ça veut dire que, bon, je ne fais pas les calculs jusqu'au bout, mais juste je vous indique là que pour trouver les coordonnées d'un vecteur dans une base, eh bien, il va falloir résoudre un système d'équations. Donc là, on est en dimension 2, donc il va y avoir 2 équations, 2 inconnues. Si on était en dimension 4, on aurait 4 équations, puisqu'il y aurait 4 composantes, là. 4 équations, 4 inconnues, donc voilà, il faudrait résoudre ce système. Donc vous commencez à voir que ces systèmes linéaires sont importants, on les retrouve beaucoup en algèbre linéaire, et donc il y aura un chapitre consacré à ces systèmes linéaires qui va venir assez vite. Donc voilà pour cet exercice. Exemple 26. Alors, on reparle de la base canonique. Cette base canonique, on en a déjà parlé plusieurs fois, elle est très importante. Pourquoi? Je vous ai dit qu'elle était très importante. Elle est très importante parce que le calcul des coordonnées d'un vecteur dans cette base, il est très simple. Donc, ça veut dire que quand on a le choix, on adore travailler avec la base canonique parce que ça simplifie énormément les calculs. Donc, si je me place dans Kn, donc un n-nuplé, vous voyez, j'ai le n-nuplé x1, x2, xn, donc il va s'écrire, si on écrit ce n-nuplé sous forme de combinaison linéaire, vous voyez, on pourrait dire que c'est x1 fois 1, et puis que des zéros, c'est-à-dire x1, e1. Idem, le x2, là, ça serait facteur d'un vecteur où il y aurait 0, 1, et après que des zéros. Donc c'est le vecteur E2, on a déjà rencontré. Et le dernier, c'est xn, en. De sorte que, eh bien, les composantes de ce vecteur, x1, x2, xn, eh bien, c'est à nouveau les valeurs x1, x2, xn. Donc les coordonnées sont les éléments mêmes du n-nuplé. Du coup, il n'y a pas de calcul à faire. Il suffit d'ouvrir les yeux et de dire, bon, c'est les mêmes valeurs. Donc c'est ça le gros avantage de la base canonique. Donc quand on a le choix, on choisit de se travailler dans la base canonique. Bon, vous allez voir qu'on ne peut pas toujours se placer dans la base canonique, parce que la base canonique, c'est une base de l'espace tout entier. Par exemple, c'est une base de R2, ou c'est une base de Q3. Mais si je prends un sous-espace vectoriel de R2, eh bien, non, il n'est pas, je ne peux plus utiliser cette base-là, quoi. Donc, je n'ai pas le choix. Dernier exemple. Pour représenter des couleurs, quand on fait du traitement d'image en informatique, eh bien, on peut, il y a divers systèmes, le système RGB, Red, Green, Blue. Donc, vous avez 3 couleurs primaires qui sont rouge, vert et bleu. Donc, une couleur est définie par un vecteur C, dont les composantes sont des composantes trichromatiques, c'est-à-dire que le vecteur C va s'écrire C1 fois P1, plus C2 fois P2, plus C3 fois P3, avec P1 qui correspond au rouge, P2 au G, au green, au vert, et P3 au bleu. Voilà. Et donc, selon les coefficients qu'on va mettre, C1, C2, C3, on va pondérer plus ou moins fort le rouge, le vert et le bleu, et on peut comme ça atteindre toutes les couleurs. Voilà. Donc, on peut dire que P1, P2, P3, vous voyez, c'est une base chromatique. Et donc les coefficients s'appellent des composantes trichromatiques. Bon, c'est un petit exemple, peut-être on s'en resservira dans un exercice qui viendra plus tard. Important, donc on sait calculer on a compris ce qu'étaient les composantes. Maintenant, on va voir qu'on peut écrire ça sous forme matricielle. Donc je reprends ma base U1 de UN, base de E. On a vu que tout vecteur de E s'écrit de manière unique sous cette forme-là. Les composantes, c'est alpha 1, alpha 2, alpha n. Eh bien, on va les écrire sous forme de matrice colonne. Donc, ça va s'appeler la matrice colonne des coordonnées du vecteur U dans la base B. On va écrire ça, comme ça. Vecteur U, avec un petit trait, B, pour dire vecteur U dans la base B. Les composantes, elles sont là, alpha 1, alpha n, dans la base B. S'il n'y a qu'une base, on ne va pas forcément l'écrire, mais s'il y a plusieurs bases, il va falloir absolument dire dans quelle base on se trouve. Sinon, très vite, on n'y comprend plus rien. Donc,
matrice colonne dans une base. Alors toujours pareil, hein, je reprends le cas particulier de la base canonique. Si je prends le vecteur U comme ça, x1, x2, xn, les composantes de ce vecteur U dans la base canonique, c'est les mêmes scalaires, c'est-à-dire x1, x2, xn, hein, dans la base BCN, c'est la base canonique de taille n.